Avant de commencer, laisse ton esprit descendre un instant vers l'intérieur. Jung disait que toute rencontre authentique commence par un geste de silence. Si ces idées effleurent quelque chose qui vit déjà dans ton inconscient, abonne-toi, afin que cet espace reste un pont vers ta propre profondeur. Chaque like, chaque commentaire, aide cette connaissance à trouver ceux qui marchent encore, sans le savoir, vers leur propre ombre. Maintenant, avançons vers ceux qui cherchent à être vus. Le dernier message de Carl Jung sur les empathes va tout détruire de ce que vous croyez sur votre compassion. L'empathe, découvrit Jung, n'est autre que l'enfant à qui on n'a jamais permis d'être égoïste. Ce besoin irrépressible de réparer tout le monde, d'absorber leur douleur, de vous effacer vous-même pour les autres. Ce n'est pas un don spirituel. C'est un programme de survie issu d'une enfance où vos besoins étaient de trop, vos sentiments trop bruyants, votre existence même conditionnée au service des autres. Mais voici ce qui rend la vision de Jung révolutionnaire. Il ne voyait pas les empathes comme des personnes brisées. Il les voyait à mi-chemin de ce qu'il appelait l'individuation, le voyage psychologique vers la totalité. Vous le savez déjà au plus profond de vous. Vous avez toujours pressenti que votre empathie avait un coût que vous ne pouviez nommer. Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est réellement. Mais vous avez toujours senti que celui que vous êtes réellement n'a jamais été autorisé à exister, que votre vrai moi a été sacrifié pour le confort des autres. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi votre sensibilité semble à la fois un don et un fardeau. Vous reconnaîtrez les schémas psychologiques qui ont transformé votre empathie naturelle en stratégie de survie. Et surtout, vous découvrirez le chemin de Jung vers ce que j'appelle l'égoïsme sacré. Les limites saines qui transforment l'empathie d'une compulsion en choix conscient. Il ne s'agit pas de devenir moins bienveillant. Il s'agit de revendiquer le droit de prendre soin de vous avec la même intensité dont vous avez toujours fait preuve pour les autres. Jung a compris quelque chose que la plupart ignorent sur le développement de l'empathie. Ce que nous appelons empathie chez les adultes commence souvent par ce que j'appelle l'hypervigilance émotionnelle dans l'enfance. Un mécanisme de survie qui se développe lorsque la sécurité d'un enfant dépend du monitorage constant des états émotionnels de ses figures d'attachement. Pensez à ce schéma. L'enfant qui apprend à lire l'humeur de ses parents avant même qu'il ne parle. Le petit qui devient le baromètre émotionnel familial, sentant toujours les tempêtes avant qu'elles n'arrivent. L'enfant qui apprend que ses propres besoins créent des tensions, mais qu'anticiper ceux des autres crée de la sécurité. Jung appelait cela l'adaptation prématurée du moi. Quand les enfants développent des compétences psychologiques sophistiquées, non par un développement sain, mais par nécessité. Votre système nerveux est devenu un sismographe du danger, à l'écoute de chaque frémissement émotionnel dans votre environnement. Ce n'est pas un apprentissage conscient. C'est un câblage adaptatif. Votre cerveau s'est littéralement recablé pour survivre dans un environnement émotionnellement imprévisible. Vous avez développé ce que Jung nommait des antennes psychologiques, une capacité extraordinaire à sentir ce que les autres ressentent et désirent. Mais voici ce que Jung a découvert et qui change tout. Cette adaptation pour survivre est venue avec un coût terrible. La suppression de ce qu'il appelait votre égoïsme authentique, le narcissisme sain dont chaque enfant a besoin pour développer un solide sentiment de soi. Jung écrivait « L'individu sain est capable de s'aimer autant qu'il aime les autres. » Mais le futur empathe a appris la leçon inverse. Aime les autres plus que toi-même, car tes besoins sont dangereux. Si vous avez appris à lire la pièce avant de savoir lire des livres, commentez. J'étais le détective émotionnel de la famille. Cela crée ce que j'appelle le paradoxe de l'empathie. Cette même sensibilité qui vous rend si à l'écoute des autres
devient la barrière qui vous empêche de vous connaître vous-même. Vous êtes devenu un expert du monde intérieur de tout le monde, tout en restant un étranger pour le vôtre. Jung a compris que ce schéma, bien qu'adaptatif dans l'enfance, devient autodestructeur à l'âge adulte. L'enfant à qui on n'a jamais permis d'être égoïste devient l'adulte qui ne peut pas se défendre, poser des limites, ou même identifier ses propres besoins. Jung a fait une découverte stupéfiante sur ce qui se cache dans l'inconscient des personnes ayant des schémas empathiques. Dans l'ombre, les parties rejetées de la psyché, il n'a pas trouvé des ténèbres, mais ce que j'appelle l'égoïsme interdit, l'autodéfense naturelle qui a été jugée inacceptable dans l'enfance. La plupart des empathes portent une culpabilité immense concernant leur ombre, car elle contient tout ce qu'on leur a appris comme étant mal. La colère, les limites, dire non, se mettre en premier, avoir des besoins, exiger du respect. Jung appelait cela la formation de l'ombre par conditionnement moral. Mais voici l'aperçu révolutionnaire de Jung. Ces pulsions égoïstes ne sont pas pathologiques. Ce sont les pièces manquantes d'une personnalité complète. L'empathe, qui n'a jamais appris un égoïsme sain, devient ce que Jung appelait un guérisseur blessé. Quelqu'un qui donne depuis le vide plutôt que depuis la plénitude. Jung a observé que les empathes ressentent souvent inconsciemment de la rancœur envers leur propre compassion. Ils donnent et donnent. Mais en dessous, il y a de la rage. Il y a de l'épuisement. Il y a une partie d'eux qui veut cesser de prendre soin, s'éloigner, se choisir pour une fois. Ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes. C'est parce que le principe de compensation de Jung est à l'œuvre. La psyché tente d'équilibrer le développement unilatéral en poussant les qualités rejetées vers la conscience. Pensez à ce que Jung appelait l'énantiodromie, la tendance des choses à se transformer en leur contraire lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. La personne qui donne sans fin finit par devenir rancunière. Celle qui ne dit jamais non finit par exploser. L'empathe qui refuse son ombre devient amère. Jung a compris que l'intégration de l'ombre ne consiste pas à devenir égoïste. Il s'agit de revendiquer le droit d'exister en tant qu'être humain complet. L'ombre de l'empathe contient son égoïsme sacré, la force saine du moi qui permet des relations authentiques. Si vous vous êtes déjà senti coupable de vouloir vous mettre en premier, commentez « Mes besoins semblent égoïstes, mais ils ne sont pas mauvais ». Jung écrivait « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscientes les ténèbres. » Pour les empathes, les ténèbres ne sont pas la cruauté ou le narcissisme. C'est l'acte simple et radical de croire qu'ils comptent autant que les autres. Jung a identifié une crise spécifique que les empathes traversent dans leur développement psychologique. Il l'appelait l'impératif d'individuation. Le moment où la psyché exige que vous deveniez qui vous êtes réellement, et non qui vous avez appris à être pour survivre. Cette crise se manifeste souvent par ce que j'appelle l'épuisement empathique. Pas seulement de la fatigue, mais une profonde épuisement de l'âme qui provient d'avoir vécu de manière inauthentique pendant des années. Jung comprenait cela comme la rébellion de la psyché contre l'abandon continu de soi. Les symptômes documentés par Jung sont sans équivoque. Vous ne pouvez plus feindre de vous soucier. Les anciennes motivations ne fonctionnent plus. Les problèmes des autres semblent lourds au lieu d'être significatifs. Vous commencez à ressentir du ressentiment envers ce qui vous définissait autrefois, votre volonté d'aider les autres. Jung voyait cela non comme un échec, mais comme une émergence psychologique. Votre vrai moi tente de naître, mais cela nécessite le démantèlement du faux moi construit autour du service aux autres. C'est ici que le concept de Jung de la fonction transcendante devient crucial. La fonction transcendante est la capacité de la psyché à relier les opposés. Dans ce cas,
le soi compatissant et le soi qui prend soin de lui. Il ne s'agit pas de choisir entre empathie et égoïsme. Il s'agit d'intégrer les deux dans ce que Jung appelait la totalité individuée. Jung a observé que les empathes dans cette crise ont souvent l'impression de trahir tout le monde en changeant. Les gens disent des choses comme « tu n'es plus la même personne » ou « tu es devenu égoïste ». Jung comprenait cela comme la résistance collective au développement individuel. Mais voici ce que Jung a découvert sur ce processus. Les personnes qui vous aiment vraiment soutiennent votre individuation. Celles qui y résistent profitaient de votre abandon de vous-même. Jung appelait cela l'anxiété de différenciation, la peur que des limites saines mettent fin aux relations. Kang écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est réellement. Mais pour les empathes, cela requiert ce que j'appelle le courage développemental, la volonté de décevoir les personnes qui vous préférez diminuer. Si l'on vous a dit que vous aviez changé depuis que vous avez posé des limites, commentez « Je n'ai pas changé, j'ai juste arrêté de me cacher ». Jung a compris que cette crise d'individuation est en réalité une urgence spirituelle, l'exigence de l'âme pour l'authenticité. L'empathe qui écoute cet appel ne devient pas moins compatissant. Il devient consciemment compatissant au lieu de compulsivement compatissant. Jung a introduit un concept que la plupart comprennent mal, l'égoïsme sacré. Ce n'est pas de l'auto-absorption narcissique, c'est ce que Jung appelait l'obligation éthique de devenir soi-même. La reconnaissance que votre première responsabilité est envers votre propre développement psychologique. Jung écrivait « Ta vision devient claire lorsque tu peux regarder dans ton propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Pour les empathes, regarder à l'intérieur révèle souvent des années de négligence de soi déguisée en vertu. Ce que j'appelle l'égoïsme conscient implique plusieurs éléments clés que Jung a identifiés comme nécessaires à la santé psychologique. Souveraineté émotionnelle. La reconnaissance que vous n'êtes pas responsable de gérer les sentiments des autres. Jung a compris qu'assumer la responsabilité des émotions des autres empêche en réalité leur croissance psychologique. Conscience des limites. La capacité de sentir où vous terminez et où les autres commencent. Jung appelait cela le développement des frontières du moi et le voyait comme essentiel à la fois pour la santé individuelle et pour les relations authentiques. Légitimité des besoins. Acceptez que vos besoins soient aussi valables que ceux de n'importe qui. Jung a observé que les empathes traitent souvent leurs propres besoins comme optionnels, tout en traitant ceux des autres comme obligatoires. Jung a découvert que les empathes qui développent l'égoïsme sacré deviennent en réalité plus utiles, pas moins. Ils donnent par choix, non par compulsion, depuis la plénitude, non depuis le vide, depuis la force, non depuis la faiblesse. Cela crée ce que Jung appelait l'amour différencié, la capacité de prendre soin des autres sans se perdre soi-même dans le processus. Vous pouvez ressentir de la compassion sans absorber la douleur. Vous pouvez offrir du soutien sans prendre la responsabilité. Vous pouvez aimer sans disparaître. Jung a compris que la forme la plus élevée de service vient d'individus ayant fait leur propre travail psychologique. La personne qui a revendiqué son égoïsme sacré offre au monde sa présence authentique plutôt que sa performance de complaisance. Si vous avez appris que prendre soin de vous fait de vous un meilleur aidant pour les autres, commentez. Je donne depuis le débordement, non depuis le vide. Jung écrivait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. » Pour les empathes, cela inclut d'accepter les parties d'eux-mêmes qui veulent de la reconnaissance, du repos, de la réciprocité et du respect. Toutes les choses qu'on leur a apprises comme étant égoïstes ou à désirer.
Jung a fait une observation profonde sur ce qui arrive aux relations des empathes lorsqu'ils commencent à pratiquer l'égoïsme sacré. Il appelait cela la recalibration relationnelle, le processus où les relations soit s'approfondissent grâce à l'authenticité mutuelle, soit se terminent parce qu'elles étaient basées sur l'abandon de soi de l'empathe. Les empathes qui commencent à poser des limites découvrent souvent quelque chose de choquant. Nombre de leurs relations étaient construites sur ce que Jung appelait l'identification projective. Les gens ne se relationnaient pas à eux en tant qu'individus. Ils se relationnaient à eux en tant que fonction, le soignant, l'écoutant, le résolveur de problèmes. Jung a observé que lorsque les empathes arrêtent de jouer ces rôles fonctionnels, certaines personnes subissent ce que j'appelle un manque d'approvisionnement. Elles deviennent en colère, manipulatoires ou accusatrices parce que leurs besoins émotionnels ne sont plus automatiquement satisfaits. Mais Jung a aussi documenté quelque chose de beau. Les relations qui survivent à cette transformation deviennent ce qu'il appelait des rencontres authentiques. Au lieu d'une personne qui donne et une qui reçoit, les deux individus se rencontrent en égaux, chacun responsable de son propre bien-être émotionnel. Jung écrivait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais une véritable rencontre ne peut se produire qu'entre des personnes individuées, celles qui savent où elles finissent et où les autres commencent. » C'est pourquoi Jung soulignait que les empathes doivent apprendre ce que j'appelle la sélectivité relationnelle. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre empathie. Toute personne qui demande de l'aide n'est pas prête à la recevoir. Toute relation qui semble familière n'est pas saine. Jung a compris que les empathes confondent souvent l'intensité avec l'intimité, le besoin avec l'amour, et le drame avec la profondeur. Apprendre à reconnaître la différence requiert de développer ce que Jung appelait le discernement psychologique, la capacité de voir les gens tels qu'ils sont, plutôt que tels que vous souhaiteriez qu'ils soient. L'empathe individué attire des personnes différentes de l'empathe qui s'abandonne. Il attire ceux qui font également leur propre travail psychologique, plutôt que ceux qui cherchent quelqu'un pour le faire à leur place. Jung a observé que ce changement peut sembler solitaire au début, car l'empathe brise des schémas générationnels de codépendance. Mais cela mène finalement à ce qu'il appelait l'appartenance authentique. Des relations basées sur le respect mutuel, plutôt que sur le besoin mutuel. Si vous avez remarqué que poser des limites a changé qui veut être autour de vous, commentez. J'ai attiré mes pairs quand j'ai arrêté d'accepter moins. La sagesse de Jung ici est claire. Vous ne pouvez avoir de relations authentiques avant de devenir une personne authentique. Et devenir authentique exige d'embrasser votre égoïsme sacré. La vision jungienne de la totalité psychologique inclut ce que j'appelle l'empathe intégré. Quelqu'un qui a revendiqué sa sensibilité comme un choix conscient, plutôt qu'une compulsion inconsciente. Cette personne représente l'idéal de Jung de l'individuation accomplie. L'empathe intégré possède ce que Jung appelait l'empathie consciente, la capacité de ressentir avec les autres sans se perdre soi-même dans le processus. Il a appris à utiliser sa sensibilité comme un outil, plutôt que d'être utilisé par elle. Jung a identifié plusieurs caractéristiques de l'intégration psychologique qui s'appliquent spécifiquement aux empathes. Choix émotionnels. La capacité de décider quand et combien ressentir avec les autres. Jung a compris que l'empathie saine a un interrupteur, marche-arrêt, contrôlé par la volonté consciente, plutôt que par une réponse automatique. Détachement compatissant. La capacité de prendre soin sans porter. Jung a observé que les personnes les plus aidantes maintiennent ce qu'il appelait une distance aimante, assez proche pour aider,
assez éloignées pour maintenir la perspective. Relations réciproques. Des connexions où l'empathie circule dans les deux sens. Jung a noté que les empathes intégrés attirent naturellement des personnes qui peuvent aussi donner, créant ce qu'il appelait l'individuation mutuelle. Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est réellement. L'empathe intégré y est parvenu en apprenant que son vrai soi inclut à la fois sa capacité de compassion et son droit à l'autopréservation. Cette intégration crée ce que Jung appelait la sécurité acquise, une stabilité intérieure profonde qui ne dépend pas de l'approbation ou de l'état émotionnel des autres. L'empathe intégré peut être témoin de la douleur des autres sans l'absorber, offrir du soutien sans en prendre la responsabilité, et aimer sans se perdre. Jung a compris que ce niveau d'intégration sert le bien collectif. Les empathes intégrés sont des modèles de limites saines, de relations authentiques et de compassion consciente. Ils montrent aux autres qu'il est possible d'être sensible sans être autodestructeur. Le voyage de l'empathie inconsciente à l'empathie consciente est ce que Jung appelait le voyage du héros de la psyché. Cela requiert de faire face à l'ombre, d'intégrer les opposés et de choisir la totalité plutôt que l'approbation. Si vous avez appris à aider les autres sans vous blesser vous-même, commentez « Je suis maintenant un empathe conscient ». Le dernier aperçu de Jung sur les empathes est celui-ci. Votre sensibilité est en effet un don, mais seulement lorsqu'elle est offerte depuis un lieu de choix plutôt que de compulsion, de force plutôt que de faiblesse, de totalité plutôt que de blessure. La découverte la plus profonde de Jung sur les empathes se centre sur ce que j'appelle la réalisation de la liberté. Le moment où vous comprenez que votre empathie n'a jamais été au sujet des autres. C'était vous, essayant de vous sentir en sécurité dans un monde imprévisible. Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Le voyage de l'empathe révèle que son hyper-responsabilité pour les autres était en réalité une tentative de contrôler son environnement, d'empêcher le chaos émotionnel vécu dans l'enfance. Cette réalisation peut être à la fois libératrice et terrifiante. Cela signifie reconnaître qu'une grande partie de ce que vous appeliez amour était en réalité de la gestion psychologique, des stratégies inconscientes pour garder les gens calmes, heureux et stables, afin que vous puissiez vous sentir en sécurité. Mais Jung a découvert quelque chose de libérateur dans cette réalisation. Une fois que vous comprenez que votre empathie était une stratégie de survie, vous pouvez choisir de la garder ou de la transformer. Vous n'êtes plus contrôlé par une programmation inconsciente. Vous devenez ce que Jung appelait l'auteur de votre propre histoire psychologique. Cette liberté crée ce que j'appelle l'empathie authentique. Une sensibilité qui vient de l'amour, non de la peur, du choix, non de la compulsion, de la force, non de la vulnérabilité. L'empathe intégré ressent avec les autres parce qu'il le veut, non parce qu'il le doit. Jung a observé que cette transformation déclenche souvent ce qu'il appelait la culpabilité existentielle, le sentiment que vous trahissez votre nature essentielle en changeant, la voix dans votre tête qui dit « mais j'ai toujours été celui qui aide » ou « les gens dépendent de moi » ou « et si personne ne m'aime si je ne suis pas utile ?» Mais Jung a compris cette culpabilité comme la dernière résistance du faux moi construit autour du service aux autres. Il l'appelait le deuil identitaire, le fait de faire le deuil de la version de vous-même qui n'a jamais été réelle, mais qui semblait familière. Jung a également identifié ce qu'il appelait le paradoxe de la liberté. La découverte que le fait d'avoir le choix d'aider rend l'aide plus significative, pas moins. Lorsque l'empathie devient volontaire plutôt que compulsive, elle se transforme d'un fardeau en un don. La vérité que Jung a révélée est celle-ci.
Vous n'étiez jamais destiné à être un soignant émotionnel pour le monde. Vous étiez destiné à être un individu conscient qui choisit quand et comment offrir ses dons. Votre empathie était censée être un super pouvoir, pas un fardeau. Jung écrivait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. Pour les empathes, cela inclut d'accepter qu'ils ont le droit d'exister sans constamment prouver leur valeur par le service aux autres. Cette acceptation crée ce que Jung appelait la souveraineté psychologique. La reconnaissance que vous êtes l'autorité ultime sur votre propre expérience. Personne d'autre ne peut vous dire ce que vous devriez ressentir, ce que vous devriez donner, ou qui vous devriez être. Jung a observé que les empathes qui atteignent cette souveraineté traversent souvent ce qu'il appelait la phase de reparentage. Apprendre à se donner à eux-mêmes l'acceptation inconditionnelle qu'ils n'ont jamais reçue enfant. Ils apprennent à se parler avec bienveillance, à prioriser leurs propres besoins et à célébrer leurs propres accomplissements. Ce reparentage interne est crucial, car Jung a compris que vous ne pouvez pas donner indéfiniment depuis le vide. L'empathe qui apprend à se nourrir lui-même devient capable de nourrir authentiquement les autres. Jung a également noté que la souveraineté psychologique implique souvent de pleurer la vie non vécue, faire le deuil de tous les rêves, objectifs et expériences que vous avez sacrifiés pour le confort des autres. Vous pourriez réaliser que vous avez choisi des carrières, des relations et des chemins de vie basés sur ce que les autres avaient besoin, plutôt que sur ce que vous vouliez. Mais Jung voyait ce deuil comme nécessaire et guérissant. C'est la façon dont la psyché honore ce qui a été perdu tout en faisant de la place pour ce qui veut émerger. L'empathe qui atteint cette souveraineté découvre quelque chose de remarquable. Sa capacité de compassion véritable augmente en réalité. Lorsque vous ne vous videz plus de votre énergie pour les autres, vous avez plus à donner depuis un lieu d'abondance. Jung a observé que les empathes libres deviennent des guérisseurs conscients, des personnes qui aident les autres depuis la totalité et non depuis la blessure. Ils n'ont plus besoin de réparer les gens pour se sentir valorisés. Ils n'ont plus besoin d'être nécessaires. Cela crée ce que Jung appelait l'amour libéré, de l'affection qui ne vient pas avec des attentes, de l'aide qui ne crée pas de dépendance, une présence qui n'exige pas de réciprocité. Le dernier message de Jung sur les empathes est clair. Votre voyage ne consiste pas à devenir moins sensible. Il consiste à devenir consciemment sensible. Il consiste à revendiquer votre empathie comme un don que vous choisissez de donner, non comme une dette que vous êtes obligé de payer. Mais Jung a également mis en garde contre ce qu'il appelait la tentation de l'intégration, l'envie de revenir aux anciens schémas lorsque vous êtes confronté à l'inconfort des autres face à vos nouvelles limites. Il a compris que la croissance exige de rester fidèle à votre vérité, même lorsque les autres vous pressent de redevenir votre ancien moi. Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est réellement. » Pour les empathes, cela signifie reconnaître que qui vous êtes réellement inclut à la fois votre capacité de compassion et votre droit d'exister pleinement et complètement, sans excuse. Si vous avez réalisé que votre empathie est un choix, non une obligation, commentez « Je choisis qu'en prendre soin » et cela le rend plus puissant. Jung a compris que l'empathe intégré devient un phare pour les autres, non par l'autosacrifice mais par la réalisation de soi. Vous montrez au monde à quoi ressemble d'être à la fois sensible et fort, bienveillant et capable de poser des limites, empathique et entier. La liberté de choisir quand et comment prendre soin est le don ultime que Jung a offert aux empathes. Cela transforme la sensibilité d'une faiblesse que les autres exploitent en une force que vous déployez consciemment. L'empathe n'est autre que l'enfant à qui on n'a jamais permis d'être égoïste. Mais maintenant, vous comprenez ce que Jung voulait vraiment dire. Votre empathie n'est pas votre défaut.
C'est votre développement inachevé. Vous avez appris à utiliser votre sensibilité comme un outil de survie, au lieu de la développer comme un choix conscient. Jung nous a montré que la voie à suivre n'est pas de devenir moins empathique. Il s'agit de devenir consciemment empathique. Il s'agit de revendiquer ce qu'il appelait votre égoïsme sacré, la force saine du moi qui permet des relations authentiques et un service authentique. Vous n'avez pas à choisir entre prendre soin des autres et prendre soin de vous. Le processus d'individuation de Jung vous montre comment intégrer les deux dans la totalité psychologique. L'enfant à qui on n'a jamais permis d'être égoïste peut grandir pour devenir l'adulte qui choisit quand et comment donner ses dons. Votre sensibilité est en effet un super pouvoir, mais seulement lorsqu'elle vient de la force plutôt que de la survie, du choix plutôt que de la compulsion, de la totalité plutôt que de la blessure. Jung a consacré sa vie à prouver que les personnes les plus empathiques sont celles qui ont appris à s'empathiser elles-mêmes d'abord. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous êtes trop sensible ou que vous êtes devenu égoïste, rappelez-vous la sagesse de Jung. Vous n'êtes pas de trop pour ce monde. Vous devenez simplement suffisant pour vous-même. Et cette transformation, de l'empathie inconsciente à l'empathie consciente, est exactement ce dont le monde a besoin. Non pas plus de personnes qui donnent jusqu'à l'épuisement, mais plus de personnes qui connaissent leurs valeurs et donnent depuis le débordement. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.